Nous allons maintenant proposer les bases de la mécanique quantique, et notamment la fonction d'onde. Mais avant, revenons sur le phénomène d'interférence que nous avons présenté lors de la première vidéo. Nous avions montré que la probabilité pour trouver un photon à la position X sur l'écran était proportionnelle à l'amplitude de l'onde au carré. Définissons la fonction d'onde en généralisant ce résultat. L'état physique d'une particule quantique, encore appelée un quanton, est parfaitement défini par sa fonction d'onde complexe, psi bar, de x et de t, en se limitant à une dimension ici. Et cette fonction d'onde, elle représente l'amplitude de probabilité, et qui permet de déterminer la probabilité de présence du quanton entre les positions x et x plus dx, par la formule dp égale le module au carré fois dx. Et se rajoute en plus une condition de normalisation où l'intégrale de psi au carré doit être égale à 1. Le module au carré de l'amplitude de probabilité est appelé la densité de probabilité de présence. La fonction d'onde contient toute l'information disponible. Ainsi, la description complète de l'état d'une particule de masse m dans l'espace à l'instant t se fera au moyen de la fonction d'onde. Nous n'allons pas revenir sur les débats qui ont eu lieu entre différents physiciens comme Einstein, comme Planck, comme Bohr, comme Heisenberg ou Schrödinger. Citons juste Einstein qui disait que Dieu ne jouait pas au dé et qu'il s'opposait à ce rôle central de l'aléatoire au sein de la mécanique quantique. Stephen Hawking, plus récemment, a rajouté, lui, que non seulement Dieu joue au dé, mais il les jette parfois là où on ne peut les voir. Donnons quelques exemples. Par exemple, l'atome d'hydrogène, je vous conseille d'aller voir ce lien sur Internet. Et nous avons représenté ici la densité de probabilité de présence en fonction de la distance petit r entre le proton et l'électron pour différents états quantiques de l'atome d'hydrogène. Et on peut également généraliser, prendre des valeurs de n différents et obtenir des très belles figures comme celle représentée sur ce transparent. Parlons du principe de superposition et du paradoxe du chat de Schrödinger. En mécanique quantique, on ne peut pas connaître l'état d'un système quantique avant de l'avoir mesuré. On fait l'hypothèse que tous les états compatibles avec les conditions physiques coexistent avant la mesure. Ainsi, toute composition linéaire des solutions et solutions, tous les états coexistent. Alors ça amène au paradoxe du chat de Schrödinger, et je vous conseille d'aller voir, toujours sur le document d'accompagnement de ces vidéos, cette petite vidéo très amusante sur le paradoxe du chat de Schrödinger. On peut en dire un mot de ce paradoxe du chat de Schrödinger vu par Garfield. Dans l'expérience, deux états sont possibles. Si l'on regarde les schémas qui sont ici, l'ode radioactif n'a pas encore émis de radiation. La bouteille de poison est intacte et Garfield est vivant. Mais si l'iode radioactif s'est désintégré, la bouteille de poison est cassée et Garfield est mort. Mais un troisième état doit être envisagé, la superposition des deux états que l'on vient de définir. Ainsi, Garfield, finalement, est à la fois mort et vivant. Je vous conseille également d'aller voir ce lien qui vous montre une photo quantique du chat de Schrödinger. Donc, amusez-vous bien avec ce paradoxe. Le principe de complémentarité, maintenant. Qu'est-ce qu'il dit? Il a été énoncé par Niels Bohr en 1927. Un objet quantique est à la fois une onde et un corpuscule. Le comportement observé est celui qui est mis en évidence par les expériences. Et certaines expériences mettent en évidence son comportement corpusculaire, d'autres son comportement ondulatoire.
Mais ces deux comportements ne sont que deux visions complémentaires du même objet. C'est ce qui est symbolisé sur la figure de gauche, où un cylindre peut être vu comme un rectangle ou comme un disque. Quelques notions sur l'indétermination. L'indétermination delta x sur une variable x est associée au fait qu'une mesure de cette variable ne donne pas un résultat certain, mais un résultat aléatoire, suivant une certaine loi de probabilité. Elle correspond à l'écart type, delta x, égale la racine carrée de la valeur moyenne du carré de x moins la valeur moyenne de x au carré, où l'opération de moyenne est définie ici. On peut, pour avoir accès expérimentalement à cette indétermination, répéter une même mesure n fois et obtenir les formules qui sont ici, que je ne vais pas détailler. Nous allons énoncer le principe d'indétermination de Heisenberg spatiale. La mesure, à un instant t donné quelconque, de la position x et de la quantité de mouvement, encore appelée impulsion souvent en mécanique quantique, P indice x sur l'axe OX, présente des indéterminations fondamentales respectives. Elles sont notées delta x et delta px et vérifient l'inégalité spatiale d'Heisenberg. Delta x fois delta de px est de l'ordre ou supérieur à h bar sur 2. Cette inégalité montre ainsi qu'un état quantique ne donne pas une connaissance parfaite de cet état, du point de vue classique. Ainsi, la notion de trajectoire disparaît en mécanique quantique. Nous allons présenter le principe d'indétermination dans le cas, par exemple, de la diffraction de la lumière à travers une fente et montrer que l'on retrouve finalement des résultats classiques. On considère la diffraction d'un faisceau lumineux par une fente fine de largeur petit a. Le principe d'indétermination d'Heisenberg nous donne que l'indétermination sur la quantité de mouvement Px est de l'ordre de h bar sur l'indétermination sur la position, qui vaut ici petit a. Donc delta Px est de l'ordre de h bar sur a. Mais la théorie ondulatoire classique de la diffraction nous dit que le faisceau lumineux repart après la fente dans une direction écartée d'un angle θ qui est donné par θ à peu près égal à lambda 0 sur petit a. On en déduit ainsi que l'indétermination sur la quantité de mouvement selon x, selon la verticale, est donnée par P fois sinus θ, c'est-à-dire P, c'est E sur C, sinus θ à peu près égal à lambda 0 sur A, mais l'énergie c'est h nu, et on trouve finalement que delta de Px est de l'ordre de h sur A, c'est-à-dire le même ordre de grandeur que celui qu'on avait obtenu avec le principe d'indétermination de Heisenberg. On peut finalement en conclure en disant que la diffraction peut être interprétée grâce au principe d'indétermination d'Heisenberg.